Une des questions qu'on me pose le plus, c'est « Mélanie, penses-tu que je devrais aller sur telle plateforme? Est-ce que tu penses que je devrais être sur Facebook, sur Instagram? Hey, j'ai vu que TikTok y avait du potentiel. Penses-tu que pour mon entreprise, ce serait aligné? » Puis souvent, c'est le genre de réponse que malheureusement, je ne peux pas donner sur le fly. Comme on dit, je ne peux pas me compromettre sans vraiment comprendre ton propre écosystème, sans comprendre vraiment ton entreprise, où tu la vois, où tu l'imagines, c'est qui ta clientèle cible et quel genre de zone de génie, talent tu as pour créer du contenu. Alors, ce que j'ai décidé de faire à la place, c'est de créer cet épisode pour te partager en fait les pistes de réflexion afin de trouver et faire le choix de tes propres plateformes qui vont composer ton écosystème de contenu stratégique. Là-dedans, je te partage évidemment les réflexions, je te parle de chacune des plateformes, quels sont les avantages, les inconvénients et les choses à penser avant de dire « ben oui, je me lance ». Alors, sur ce, j'espère que ça va t'éclairer et t'aider à finalement faire les bons choix et être avec plus d'assurance sur chacune de ces plateformes. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode où on va parler des choix de plateforme, des choix de création de contenu. Donc, dans la création de ton écosystème de contenu, évidemment, il y a une sélection à faire, il y a des choix à faire qui sont pas toujours évidents, je trouve, et qui génère en fait plusieurs questionnements auprès de ma clientèle, des entrepreneurs que j'accompagne parce que, bon, évidemment, moi, quand je parle d'écosystème de contenu, je fais référence, bien sûr, à toutes les plateformes, tous les types de contenus et ça demande dans les choix qu'on a à faire, ben oui, de déterminer sur quels médias sociaux on veut être, mais ça va vraiment, vraiment plus loin. On parle aussi de format de contenu. Ça demande de trouver l'équilibre entre le contenu plus de longue vie versus le contenu plus éphémère, le contenu gratuit versus le contenu payant, la stratégie d'optimisation de la distribution, de la diffusion de ce qu'on crée et aussi le recyclage de ces contenus-là. Tout ça en prenant compte du fameux parcours client. Fait que c'est tellement de décisions stratégiques à prendre et bien sûr, on explore, on regarde un peu quelles sont nos zones de génie au travers de ça, quelles sont les plateformes où on a du plaisir à créer, qu'est-ce qui s'inscrit dans notre agenda, dans le temps disponible. Donc aujourd'hui, l'épisode, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de te parler un peu de chacune des plateformes pour t'aider à déterminer est-ce que ce serait une plateforme qui te correspondrait? Est-ce qu'il y a des ajustements à faire dans ta stratégie de contenu actuellement? Donc, c'est un bon moment de faire un petit ménage peut-être ou de revoir un peu les choix stratégiques par rapport à tes contenus. C'est pas parce que ça fait 10 ans que tu es sur une plateforme que c'est toujours peut-être le focus principal à mettre et que c'est toujours aligné. Donc, c'est bien de prendre un moment pour se questionner à savoir est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce qu'on fait la bonne chose? Donc, c'est ce que je vais explorer avec toi dans l'épisode. Et avant de te parler de chacune des plateformes, des pour, des contre et de ce que les plateformes nous demandent un peu de développer comme compétences, je veux te dire quels sont les critères qui, selon moi, sont importants dans la décision au final. OK? Donc, comme ça, tu vas pouvoir avoir les bonnes lunettes pour analyser tout ça par la suite. Donc, pour moi, les critères non négociables, ce sont tes talents et ta zone de génie. Ça, là, pour moi, c'est indissociable. Il faut que tu puisses explorer, apprendre à te connaître assez pour déterminer quelle est ta zone réelle de génie et comment tu peux justement exploiter ça à travers ton contenu.
Le deuxième critère super important, c'est le temps et l'énergie disponible. Parce que non, on n'a pas tous les mêmes modèles d'affaires, ni même le même nombre d'heures travaillées par semaine, pour plein de raisons diverses, mais il faut prendre en compte ce temps-là. Puis l'énergie aussi, hein? Des fois, on vit avec, par exemple, des conditions de santé qui nous demandent de réduire, qui nous réduisent notre énergie. Il faut prendre ça en compte quand vient le temps de établir notre stratégie. Le troisième critère qui, selon moi, est hyper important, c'est le plaisir et la motivation. Si on n'a pas de plaisir sur une plateforme ou si on n'a aucune motivation à y être et à créer du contenu, je veux dire, ça devrait être un non négociable selon moi. Il faut qu'on ait du plaisir. Il faut qu'on y trouve notre plaisir. Et je suis convaincue qu'il y a des plateformes qui te permettent d'avoir du plaisir à créer du contenu, à partager ta mission, à connecter avec ta clientèle cible, à parler de ton expertise. Donc, il faut qu'il y ait ça qui se passe, selon moi. Ça prend de la dopamine dans le processus, là. Ensuite, l'autre critère, le prochain critère, c'est les opportunités. Quelles sont les plateformes qui t'offrent le plus d'opportunités par rapport à l'audience qui s'y trouve, mais aussi peut-être au format ou peut-être aux opportunités de publicité, par exemple. Mais il faut vraiment que tu y trouves ton compte, sinon, ça ne sert à rien d'y rester. Ensuite, la clientèle cible. Donc, est-ce que c'est en lien avec ta clientèle cible? Est-ce que ça fait du sens par rapport à leurs besoins, par rapport à leur mode de consommation aussi des réseaux sociaux ou du contenu? Là, je parle de réseaux sociaux, mais tu comprendras que ça englobe beaucoup de choses. Et finalement, le dernier, c'est la rétroaction. Donc, quelles sont les pièces de contenu dont on te parle le plus? Quand on parle de ta création de contenu ou de ta présence sur le web, de quoi on te parle le plus? Ça, c'est une piste excessivement importante. Moi, on me parle beaucoup du podcast, donc je sais que c'est un média que vous appréciez. Je sais que ça m'amène aussi de nouvelles clientes à découvrir mon univers. C'est souvent une belle porte d'entrée pour celle-ci, pour découvrir ma façon de parler de marketing et d'aborder la création de contenu. Donc, de quoi on te parle le plus, c'est une piste incroyable. Alors maintenant, je vais faire un petit survol des plateformes les plus, on va dire, les plus populaires et les plus susceptibles de faire partie de ton propre écosystème de contenu. Je commence avec Facebook. Le Facebook, c'est comme la plateforme numéro 1 en termes d'utilisateurs. Donc, c'est elle qui offre le plus de possibilités au niveau de, on va dire, du potentiel de rejoindre le plus de monde. Maintenant, on s'en reparle au niveau de l'algorithme, là, qui n'est pas toujours évident. La portée qui disons, diminue d'année en année. Ce qui est intéressant avec Facebook, c'est la possibilité de créer des communautés qui sont engagées autour, par exemple, d'un groupe Facebook, parce que, la page professionnelle, c'est pas évident d'augmenter le nombre de personnes qui nous suivent, mais ça reste possible. Évidemment, il y a la publicité qui est intéressante aussi avec Facebook. Les outils analytiques sont plus détaillés que sur certaines autres plateformes. Ce que ça nous demande comme créateur de contenu, c'est du temps d'investissement, en fait, d'investir plutôt notre temps au niveau des interactions. Je pense que vu la faible portée organique sur nos pages professionnelles et même nos profils perso, en fait, tout dépendamment des sujets là, qu'on aborde, ça demande en fait un temps pour créer cet engagement-là. Évidemment, ça prend souvent des skills je vais dire de copywriting ou plutôt de rédaction pour arriver à capter rapidement l'attention. Ça va être bon en fait sur toutes les plateformes, hein, on ne se cachera pas. Mais pour arriver à générer, à fédérer une belle communauté engagée sur Facebook, ça demande un investissement en temps. J'ai plusieurs de mes clientes qui me partagent, qui vont aller interagir dans les groupes Facebook. Ça peut faire partie de la stratégie. Je pense que quand on veut conquérir Facebook, il faut s'y atteler à la tâche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste poster et espérer devenir, je vais dire, influent sur la plateforme. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Ensuite, Instagram, une plateforme que j'aime beaucoup, vous le savez, c'est pas mal ma préférée de toutes, avec TikTok de plus en plus. Mais ce que j'aime d'Instagram, ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'aspect visuel. Donc, on peut voir beaucoup d'inspiration. Donc,
du contenu visuel. Hein? On ne peut pas faire un post sur Instagram sans avoir un visuel. C'est pas possible. Je parle pas des stories, mais je parle bien des publications. Ça prend soit une photo, soit un visuel Canva, soit une vidéo, mais ça prend un support visuel. C'est ça le cœur, finalement, hein, de la plateforme. La plateforme nous offre un peu plus d'engagement, je dirais, que Facebook. C'est un petit peu plus facile, je trouve, justement, de générer des discussions et des commentaires, surtout grâce aux stories qui sont une grosse option là, qui est largement utilisée, en fait. Les stories sur Instagram, c'est pas mal le mode de communication, je dirais, et de prise d'information. Le numéro 1, en fait, je crois, les préférés de ceux qui sont sur la plateforme. Ce que j'aime aussi, c'est aussi la possibilité d'avoir des communautés engagées autour de notre sujet, de notre entreprise. Il y a nouvellement les canaux qui sont disponibles, les canaux de discussion. C'est quelque chose de très unilatéral, par contre, mais ça peut être une belle façon là, tu sais, par exemple, si quelqu'un n'a pas vraiment d'infolettre, mais qu'il y a une grosse communauté sur Instagram, ça pourrait être une belle façon de propager nos messages et d'amener un peu comme un peu comme une infolettre. Ce qu'Instagram nous demande à ce moment-là, bien, comme tu le comprends sans doute, ça demande des compétences au niveau de la création de contenu visuel, que ce soit photo, vidéo et même visuel Canva, pour arriver à bien se démarquer. Là, ce que je veux dire, par contre, c'est pas une raison de tomber dans du perfectionnisme, hein? C'est pas une raison de dire je dois faire les plus beaux visuels Canva pour me démarquer sur Instagram. Non. Une des choses que je propose souvent à mes clientes, c'est d'y aller avec des templates qu'on peut utiliser sur Canva. Il y en a de plus en plus aujourd'hui, mais il y a même des Canva, pas des Canva, mais des gabarits qu'on peut acheter qui s'installent, qu'on télécharge en fait dans notre Canva, et qui permet d'avoir une certaine uniformité qu'on peut adapter à notre branding. C'est une solution là, quand on a un plus petit budget, qu'on n'a pas nécessairement les compétences ou l'intérêt de faire des visuels, mais ça peut être très, très simple. Pour vous inspirer, là, trouver des comptes où le visuel est très simplifié, ça va vous donner des pépites d'inspiration assurées. Le petit downside, là, le petit, qu'on va dire, désagrément avec Instagram, c'est le nombre de mises à jour et de changements perpétuels. Ça donne mal à la tête à tous les GMS, donc les gestionnaires de réseaux sociaux, parce que ça change tout le temps. Donc, ça demande un petit peu plus d'investissement en temps au niveau de l'apprentissage et de se faire la main, mais ça reste une plateforme qui est très intéressante. Autrefois, c'était beaucoup dans le domaine du bien-être, des produits de lifestyle et tout ça. Aujourd'hui, je pense que pas mal n'importe quelle entreprise, excepté, je crois, les B2B, que je conseillerais un petit peu moins, c'est-à-dire les entreprises qui vendent à d'autres entreprises, mais là, quand je parle d'entreprises, plus des PME, là, ou dans le domaine genre industriel et tout ça. À part ça, je dirais qu'Instagram serait une plateforme super adéquate, si bien sûr, ça répond aux critères que je t'ai partagés au début de l'épisode. Ensuite, ben, le petit frère d'Instagram, Threads, qui est un peu un remplacement, une copie, on va le dire comme ça, hein? Une copie de X, anciennement Twitter, qui permet d'avoir des beaux échanges, un peu comme un forum, je trouve. Là. On peut garrocher sur Threads nos états d'âme, nos pensées, nos prises d'opinion. C'est le fun parce qu'il n'y a pas de publicité encore et comme c'est une plateforme qui est relativement récente, la portée peut être intéressante, mais toutefois, il y a beaucoup moins d'utilisateurs. Là, enfin, au niveau du Québec, c'est pas tant une plateforme super utile. Pas utile, mais utilisée. En France, je pense que c'est un petit peu plus apprécié et utilisé. Donc, dépendamment de où se trouve votre marché, ça pourrait être quelque chose à considérer. Si, bien sûr, et seulement si vous avez une facilité à créer du contenu écrit qui, justement, suscite, là, vous êtes capable de bien faire vos accroches, les fameux hooks, de lancer des sujets de discussion qui sont intéressants. Tu sais, il y en a qui ont le don pour ça, qui sont très bons et bonnes à créer du contenu qui va naturellement susciter de l'engagement des discussions. Ça peut être une plateforme intéressante et aussi si vous avez le temps de participer aux discussions des autres, c'est ce qui offre également une belle visibilité. On voit les réponses des gens qu'on suit, donc plus on interagit, bien, plus on a de chances de tomber sur votre profil.
Finalement, TikTok. TikTok, c'est évidemment une plateforme adaptée au contenu de vidéos courtes, essentiellement, même si maintenant on peut ajouter des vidéos longues. C'est globalement beaucoup plus consommé pour les contenus courts. Ça laisse place à la créativité, la spontanéité, je dirais, dans un format qui est souvent moins léché qu'Instagram. C'est un petit peu plus naturel et encore, il y a des gens qui ont du contenu très léché, très monté, très professionnel aussi sur la plateforme TikTok. Donc, c'est plus comme dans la pandémie, là, où les gens dansaient, où on disait que c'était une plateforme de jeunes. C'est plus ça, TikTok. Et je sais que ça peut rebuter certaines personnes. Je sais que c'est pas une plateforme qui est très unanime, là, mais ce que j'aime beaucoup, c'est, de un, il n'y a pas nécessairement de censure médiatique aussi sur TikTok. Hein. On peut avoir des reportages de Radio-Canada qui sont présentés ou même du Monde en France. Donc, ça peut être une façon aussi de s'informer. Je parle comme utilisatrice, là, c'est intéressant. Il y a plus de potentiel de viralité sur TikTok. C'est un algorithme qu'on a encore un petit peu du mal à saisir. Des fois, le pourquoi du comment, il y a quelque chose qui rentre dans l'engrenage et ça devient complètement viral. Si on produit du contenu dans un format constant, il y a plus de chances aussi que TikTok, ça lève, comme on dit. Et c'est important de dire que TikTok est un moteur de recherche aussi, un peu comme YouTube, là, on va en parler. Donc, si on optimise bien le contenu, de sorte que les mots-clés ressortent facilement, c'est du contenu que, par exemple, je donne un exemple. Si vraiment je cherche une recette pour le air fryer, c'est fou comment l'algorithme de TikTok va bien comprendre exactement ce que je cherche et les gens vont aussi beaucoup s'informer ou trouver des sujets beaucoup plus précis, je dirais, même que Instagram ou Facebook sont moins optimisés, je trouve, pour les recherches. Donc, tout le potentiel se trouve là-dedans, je trouve, avec la plateforme. Donc, c'est une plateforme qui demande beaucoup d'investissement en termes de création de contenu. C'est-à-dire que ça demande une certaine rigueur, je trouve, dans la régularité. Si on veut vraiment percer, je dirais qu'on ne pourrait pas nécessairement là, viser une vidéo seulement par mois là, ou par semaine. Ça serait un petit peu plus difficile. En tout cas, les comptes qui ont explosé rapidement, de ce que j'ai observé et analysé, ça a été beaucoup d'investissement au départ. Et ça demande, dans le fond, des petites habiletés, je dirais, en montage vidéo, dépendamment du style que vous avez envie de faire. Ensuite, LinkedIn, cette plateforme souvent mal aimée, mais pourtant qui a un beau potentiel, c'est une plateforme dédiée évidemment au B2B, parfaite pour les professionnels qui vendent à des entreprises. C'est une plateforme excellente pour le réseautage d'affaires, idéal pour les contenus écrits longs, les prises de position, mais aussi l'éducation et je veux dire, les petites pépites partagées. Ça demande parfois, je dirais, d'investir beaucoup de temps pour alimenter son réseau, c'est-à-dire de rechercher des contacts intéressants qui sont comme notre cible et de les ajouter dans le réseau. Ça aide énormément là, dans le processus. Je dirais qu'avec LinkedIn, on peut même réussir, je dirais, sur LinkedIn à dénicher des clients sans même avoir à poster. Évidemment, si vous postez, c'est encore mieux parce que vous devenez un peu le leader. Il y a très peu de gens, en fait, dans la proportion qui sont sur la plateforme et qui sont actifs, qui vont poster. Alors, si vous voulez vous démarquer, bien évidemment, on publie. On publie quoi sur LinkedIn? Essentiellement des textes écrits. On peut ajouter des visuels, on peut créer des carousels. Ce qui fonctionne bien souvent, c'est davantage le texte qui va être important. Donc, c'est le fun parce que si vous n'aimez pas tant créer des visuels, vous pouvez avoir beaucoup de succès sur la plateforme sans trop d'efforts. Ça demande, je dirais, des habiletés rédactionnelles, encore une fois, d'être capable de bien s'exprimer à l'écrit, travailler son message de sorte que ça suscite l'intérêt, l'importance des accroches. Ça reste une plateforme qui va être plus avancée au niveau des habiletés rédactionnelles. Donc, tout ça, bien sûr, ça prend, hein, on s'entend. Souvent, c'est du fine-tunage que j'appelle, du tweakage de contenu qui fait en sorte que ça peut
aider à décoller davantage sur LinkedIn. Sur YouTube, ben là, YouTube, c'est quand même très connu, là, je vous apprends rien, c'est un moteur de recherche aussi, basé sur du contenu vidéo, des vidéos de toutes les durées, en fait. On a aussi des shorts qui sont l'équivalent de TikTok, mais la plateforme est vraiment consultée pour les contenus de type divertissement et éducation, là, principalement. Bien sûr, il y en a d'autres, mais c'est une plateforme qui est incroyable pour développer justement une belle communauté, pour s'éduquer, en apprendre plus sur notre sujet, en fait, développer des contenus en lien avec nos sujets, notre expertise. La seule affaire, la barrière à l'entrée, je trouve, est un petit peu plus élevée. Parce que pour percer vraiment sur YouTube, je pense que ça prend aujourd'hui un petit peu plus de qualité. Je dirais, oui, on peut commencer avec une webcam et pas de micro, oui. Mais ceux qui vont percer vont prendre le temps de connaître les outils, d'investir un minimum. Là, je ne dis pas d'avoir un équipement professionnel, mais ce que ça nous demande comme entrepreneur, c'est d'en apprendre davantage sur, par exemple, caméra, micro, éclairage, qui ne sont pas des compétences en lien souvent avec notre expertise première et notre occupation qui est de servir nos clients. Donc, ça peut être souvent un petit peu une montagne pour certains entrepreneurs. Donc, ça peut être intéressant dans une deuxième approche, quand on a le budget, ben, de déléguer ou d'aller enregistrer, faire des blitz d'enregistrement dans des studios ou des choses comme ça. Ça peut être une bonne idée, surtout si le contenu vidéo nous correspond bien à nos objectifs. Donc, une plateforme quand même très intéressante. Au niveau du blog, eh bien non, le blog n'est pas mort, mesdames et messieurs. Je sais qu'on en parle beaucoup moins en tant que genre de marketing, mais ça reste encore aujourd'hui un contenu excellent pour améliorer son référencement naturel, augmenter le trafic sur son site web et en plus, c'est evergreen, c'est-à-dire que à moins que vous êtes dans un domaine où toutes les choses évoluent rapidement, je pense à l'intelligence artificielle, c'est peut-être un petit peu moins evergreen comme contenu, mais vos articles de blog, pour la plupart, peuvent être seulement mis à jour, updatés, je veux dire bonifiés avec le temps, mais ça bâtit en fait un empire de contenu que Google va bien aimer pour le référencement. Et c'est facilement aussi partageable, ça permet de montrer son expertise. Le blog, c'est cool. J'espère que vous allez retenir ça aussi dans l'épisode, mais c'est encore le fun là, d'écrire des articles de blog. Par contre, encore une fois, ça demande quelques notions de rédaction et encore un peu, je dirais, aussi des notions de SEO, si on veut faire les choses de manière une petite coche de plus stratégique et s'assurer que ça nous apporte plus de trafic. Toutefois, le taux d'engagement est très faible et l'autre désavantage que je peux voir, c'est l'énergie que ça nous demande de maintenir régulièrement le site web et les articles. Alors, on le sait, là, si vous êtes sur WordPress, par exemple, ben là, il y a des plugins qui expirent, qu'il faut changer, il y a des mises à jour à faire, il y a des petits trucs là, un peu techno qui peuvent être un petit peu ennuyeux pour les entrepreneurs, mais je pense que ça vaut la peine vu l'augmentation de trafic potentiel qu'on peut obtenir. Ensuite, il y a le podcast. Si tu m'écoutes, c'est probablement que c'est un format que tu aimes consommer. C'est le fun, le podcast, pour approfondir les sujets, les discussions, partager de l'éducation, des réflexions. Fait que, tu sais, autant le contenu connexion, autant le contenu d'expertise, mais aussi, finalement, la promotion, parce que tu l'as entendu probablement dans l'épisode précédent, mais j'ai utilisé le début de mon épisode pour te lancer l'invitation à la masterclass et ça reste quand même une façon de faire la promotion directe ou indirecte de tes services. Ce que j'aime le plus avec le podcast et ce que je vois, c'est l'engagement des auditeurs, mais de la fidélité. Souvent, les gens vont être bien fidélisés et s'abonner à un podcast et vont l'écouter presque de manière religieuse. Là. C'est-à-dire que si j'ai un épisode qui sort pas, je sais que je vais avoir un message ou deux ou même plusieurs, dépendamment du contexte, qui va me dire « Hey, j'ai pas reçu, j'ai pas vu ton nouvel épisode, j'ai-tu manqué quelque chose? Y a-tu un problème? » Fait que ça, c'est comme ça montre que les gens attendent en quelque sorte nos contenus, puis c'est super encourageant et surtout motivant. Ça renforce beaucoup la crédibilité. Pourquoi? Parce que c'est pas un format qui est, je vais dire comme ça, facilement accessible. Même si pour moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2024, avec tous les outils disponibles, c'est un format qui est quand même facile,
mais reste que dans la perception, ça renforce quand même ce sentiment de crédibilité. Au niveau des peut-être des avantages ou en fait des exigences de la plateforme, ben c'est de comprendre finalement le matériel des logiciels que ça demande, la technicalité en fait, qui peut faire peur justement, qui peut être une barrière à l'entrée comme je le disais. Ça nécessite selon moi une certaine régularité pour maintenir une audience et je m'explique, puis je sais que ça peut être contesté, mais je pense que les podcasts qui sont un petit peu plus faits sur le fly, comme on dit en bon québécois, donc un peu n'importe quand, sans cédule, quand je le sens, quand j'ai l'intuition de le faire, je pense que c'est beaucoup plus difficile justement d'aller chercher cette fidélisation-là parce que les gens ne savent tout simplement pas à quoi s'attendre, à quelle fréquence, et ça devient plus comme d'efforts aussi de promotion. C'est un petit peu plus difficile. Donc, personnellement, je vous recommanderais une certaine régularité. Il y a des podcasts qui se publient à tous les jours, comme il y en a une fois par mois. Donc, c'est pas une question de fréquence plus que de régularité, d'habitude. Et ça demande quand même beaucoup d'efforts, de temps au niveau, surtout de la promotion. On minimise, on a l'impression, on est comme, bon, ben ça m'a pris 2 heures faire un épisode de podcast, par exemple. Ben, on est comme, hey, ça prend du temps, mais honnêtement, ça prendrait un autre 2 heures pour faire la promotion de l'épisode. Donc, il faut s'assurer juste d'avoir le temps et l'espace disponible ou de pouvoir déléguer si on veut vraiment profiter pleinement du potentiel de la plateforme, selon moi. Et finalement, je vais terminer avec l'infolettre. L'infolettre qui est encore et aujourd'hui un actif incroyable pour les entrepreneurs. C'est quasiment le dicton, là, on pourrait quasiment changer le dicton par « Dis-moi, il y a combien d'abonnés à ton infolette et je te dirai le potentiel de revenus que tu peux avoir. » Je sais que ça a l'air étrange de faire un lien aussi direct, mais ça reste un actif qui va être un levier incroyable pour renforcer, premièrement, une relation avec ton audience qui est beaucoup plus volatile sur les réseaux sociaux que dans l'infolettre, mais c'est aussi le potentiel de conversion, finalement, là, combien de gens vont entrer dans ton univers versus ceux qui vont devenir des clients. Bien, souvent, le nerf de la guerre se passe dans l'infolette. Puis là, peut-être que tu m'écoutes puis tu te dis, ben moi, j'ai pas d'infolette puis ma business va bien. Effectivement, c'est tout à fait possible. Un des arguments qu'on dit souvent, c'est ben l'infolette, les infos de contact de l'audience nous appartiennent. Et donc, on n'est pas tributaire d'une plateforme ou des bons vouloirs, par exemple, de Meta, qui change les règles du jeu très souvent. Donc, il y a quelque chose de sécurisant, il y a quelque chose qui demeure beaucoup plus tangible, puis je le dis comme un actif, là, clairement, qui est hyper intéressant. Ce qui est le fun, c'est toute la personnalisation, la segmentation. Tu sais, tu peux faire des listes en fonction de plein de critères et ça te permet vraiment de pouvoir personnaliser, adapter tes messages, chose qu'on ne peut malheureusement pas faire sur les réseaux sociaux, par exemple. Je ne peux pas déterminer qui va voir quelle pièce de contenu à quel moment dans son parcours client. Par contre, dans l'infolette, je peux 100% avoir le contrôle sur les messages, sur qui va lire quoi et à quel moment. Fait qu'il y a un potentiel incroyable avec l'infolettre. Ce que ça demande comme créateur de contenu, comme entrepreneur, bien évidemment, encore une fois, des habiletés rédactionnelles, mais là, il ne faut pas non plus que ça devienne un perfectionnisme qui nous ralentit et qui fait en sorte qu'on va procrastiner. Si tu ressens l'appel d'avoir une infolette, tu n'as pas besoin d'être un rédacteur ou une rédactrice chevronnée, copywriter pour faire quelque chose de bien. Tu as simplement à avoir l'envie de partager et d'avoir un minimum d'habileté, d'être capable d'écrire un texte. Puis, entre toi et moi, ChatGPT peut être un excellent helper pour toi. Et bien sûr, assure-toi là, de toujours adapter à ta propre écriture, à ton propre style, ton ton, ta personnalité, évidemment, là, parce que des textes de ChatGPT, on est un petit peu tanné d'en voir. On veut aussi des choses qui sont adaptées, brandées, comme on dit. Et je dirais que l'autre aspect un peu plus négatif de la chose, bien, c'est qu'on est un peu dépendant de la techno, en lien avec, les bugs de la plateforme, est-ce qu'on va tomber dans les spams, est-ce qu'on doit authentifier notre domaine. Il y a plein de petites choses dans le marketing par courriel qui sont de plus en plus demandées, les obligations légales aussi, là, j'en ai pas parlé, mais
les réglementations, que ce soit en Europe avec le GDPR, le RGPD, je crois, qu'on dit. J'ai écouté une vidéo en anglais, donc je suis comme stickée sur l'ordre des lettres en anglais, mais bon. Et nous, au Canada, on a la loi C25, on a la loi C28 aussi, c'est ça? J'ai du mal là, à retenir le nom des lois, mais bref, si vous êtes au Québec, vous savez exactement de quoi je parle là, par rapport à la confidentialité des données et bien sûr la gestion du consentement. Donc ça, c'est un peu le downside, le désavantage, le désagrément de l'infolettre, mais ça reste quelque chose d'hyper aligné. On le fait une fois, c'est fait, et aussi, on peut déléguer, hein, en passant, on peut déléguer ce volet-là pour s'assurer que ça fasse du sens finalement. Donc voilà le survol que je voulais faire avec toi. Mine de rien, c'est un épisode quand même très chargé en contenu, en information. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a éclairé. Puis je veux prendre aussi le moment de te rappeler que parmi toutes les plateformes, tu n'as pas à être sur toutes les plateformes. Hein? Parmi tous ces choix-là, ben, tu as justement le choix à faire pour aligner en fait ton propre écosystème. Et là, bien sûr, quand on parle de contenu, là, je te parlais de plateforme, mais dans ton écosystème, ça comprend aussi ton site web. Pour moi, ça fait partie de ta vitrine que tu as. L'avantage du site web, c'est que ça reste quelque chose qui va être, oui, mis à jour, mais on n'a pas constamment à ajouter des contenus sur le site web. Mais ça, c'est aussi du contenu qui fait partie de l'écosystème. Hein? Comment les gens vont entrer en contact avec toi, c'est tous des points à penser. Et je te rappelle en terminant que c'est important d'alligner cet écosystème-là à ta zone de génie, ton temps, ton énergie, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te motive, où sont les opportunités, où est ta clientèle cible et de quoi on te parle le plus. Donc, les critères sont ultra, ultra importants pour t'aider à faire des choix éclairés. Alors sur ce, j'espère que l'épisode t'a aidé. Tu peux me partager, en fait, je t'invite à partager cet épisode-là en stories ou sur peu importe la plateforme de ton choix et me dire en fait quelles sont tes plateformes chouchou, les plateformes fétiches qui font partie de ton propre écosystème de contenu. Ça va me faire plaisir de te repartager par la suite. Fait qu'oublie pas de me taguer évidemment si tu veux que je le voie et ça va me faire plaisir. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Je te dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 4 avant la petite pause estivale. Alors, j'espère que tu vas être au rendez-vous. Je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde! Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.